Bonjour, nous allons corriger aujourd'hui l'exercice 3 du TD numéro 2. Dans cet exercice, il s'agit d'une pile à combustible. Bien sûr, je ne vais pas reprendre les énoncés ici pour vous faire gagner un peu en connexion Internet. Donc, certainement, vous avez vu que j'ai détaillé le principe de fonctionnement d'une pile à combustible. La plupart des informations ne sont pas, à vrai dire, nécessaires pour notre exercice, mais j'aime toujours présenter mes exercices de TD de manière à un peu inciter votre curiosité pour explorer des domaines qui peut-être vous sembleraient intéressants. Parce que si vous comprenez le principe de fonctionnement, déjà, c'est un plus pour votre culture générale, mais surtout, ce qui compte pour moi, c'est que vous travaillez un exercice avec une philosophie industrielle, une approche pratique. C'est pas une équation mathématique dans laquelle on remplace les inconnus par leurs valeurs numériques et puis on passe. J'aimerais bien que vous soyez imbibé par l'aspect pratique, l'aspect industriel. C'est ce qui compte le plus d'ailleurs dans mon cours. Bref, sans plus tarder, on va mettre en forme notre exercice d'une manière simplifiée et directe. Donc, il s'agit ici d'une pile à combustible. Le principe d'une pile à combustible, c'est qu'à l'intérieur, il y a une réaction d'oxydoréduction, c'est-à-dire à peu près un déplacement d'électrons qui va nous permettre de générer un courant électrique, une tension électrique, accompagnée d'une chaleur. Le but de cet exercice, c'est de contrôler la température du côté de la cathode. Vous savez qu'il y a une anode et une cathode. Donc du côté de la cathode, pourquoi? Pour être sûr qu'on n'a pas d'eau liquide à l'intérieur de notre membrane, de la pile à combustible. Parce que cette eau liquide va empêcher le fonctionnement normal de la pile. Donc j'aurais pu tracer juste un rectangle comme ça. Et exercice 3 du TD serait trouver la température ici, sachant que. Non. J'aimerais bien commencer avec une approche, disons, pratique. Donc, c'est pour ça que dans cet exercice, dans lequel on a choisi la pile à combustible, j'aimerais bien que vous lisiez toutes les énoncés qui devancent les questions. D'accord. Donc, toute cette page où on expliquait le principe de fonctionnement, elle se résume avec ce schéma. Ça, c'est notre membrane. Ça, c'est le côté de la cathode. L'autre côté, c'est le côté de l'anode. Vous allez me dire, monsieur, est-ce que dans l'examen, je suis censé comprendre les énoncés qui, là, franchement, sont un peu difficiles et compliqués, franchement. Surtout quand on rentre dans les détails un peu de la chimie et des choses qui ne sont pas nécessairement de notre domaine de prédilection. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Ceci n'est qu'un TD. Dans le TD, je serai un peu plus gourmand dans la mesure où je demanderai un peu plus de vous pour que vous, disons, développez votre effort intellectuel à analyser les problèmes, mais surtout à les mettre en équation. Ça, c'est très important pour moi. On veut toujours développer votre capacité à mettre en équation un problème industriel. Mais sinon, dans l'examen, ne vous inquiétez surtout pas, je ne vais pas vous donner des principes que vous devez analyser et mettre en équation, hein. Je veux vous rassurer par rapport à ce point. Notre but, donc, est de contrôler la température ici. Sachant que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a de la chaleur générée à l'intérieur. Cette chaleur, elle va, comme on dit dans l'énoncé, hein, elle va être transférée vers l'extérieur à travers une convection et un rayonnement. Donc, on a une convection et on a un environnement dans lequel il y a un rayonnement. Si je veux mettre mes données dans mon schéma, la convection, c'est de la convection de l'air à une température T fluide égale 25 degrés C. Je veux que cette température du côté de la cathode soit maintenue à 56,4 degrés C. Encore une fois, pour toujours garder de la vapeur saturée à l'intérieur de la membrane et éviter qu'il y ait de l'eau à l'intérieur de celle-ci.
D'accord? Donc il y a de la chaleur générée. On génère du courant, bien évidemment, c'est le but d'ailleurs. Et on génère aussi de la chaleur. Cette chaleur va être évacuée vers l'extérieur à travers une convection et un rayonnement. Donc voilà, notre schéma, là, il est bien représenté. Juste, on ajoute quelques données. Donc la température de contrôle, elle est de 56,4. On doit toujours garder une température ici égale à 56,4 degrés Celsius. La température de l'environnement, elle est de 293 Kelvin. Et l'émissivité, elle est de 0. Bon, l'émissivité devrait être de la surface, hein, bien sûr. Donc l'émissivité, ici, voilà, à côté du rayonnement, l'émissivité est égale à 0,88. Bien sûr, le coefficient de convection, il a une expression assez compliquée, donc H égale 10,9 fois la vitesse exposant 0,8. Ne vous inquiétez pas pour les unités, hein. C'est juste pour garder l'homogénéité. Donc, comme vous voyez ici, le coefficient de convection n'est pas constant. Aussi, quelques dimensions géométriques. C'est 5 cm fois 5 cm. Et comme ça, on a notre schéma bien représenté. Il contient toutes les informations nécessaires. Bien sûr, vous devez toujours, et je rappelle toujours que vous devez procéder par étapes. Celles qu'on a expliquées dans le cours, nos étapes de référence, c'est-à-dire vous exposez les données, les hypothèses, un schéma, pas nécessairement dans l'ordre, hein. Donc données, schéma, hypothèse, et ensuite vous procédez à ce qu'on veut trouver, ce qui est demandé par l'exercice, et finalement votre partie analyse avec laquelle vous couronnez tout votre travail. Donc ici, bien sûr, dans les vidéos, pour vous faire gagner du temps, je ne vais pas détailler toutes les étapes, mais je vais vous transmettre le TD corrigé par écrit, où vous allez trouver toutes ces étapes détaillées. D'accord? Donc n'oubliez jamais ces étapes dans l'examen ou bien quand vous élaborez vos travaux dirigés. La méthodologie, elle est très importante. C'est justement pour vous orienter sur les règles de l'art de la mise en équation d'un problème industriel. D'accord? Ceci dit, je vais passer à l'établissement de mon équation de conservation de l'énergie. Comme je dis toujours, là c'est extrêmement important. On ne peut jamais travailler sans établir notre système. Même avant les données, avant d'exposer les données, les hypothèses et tout ce que vous voulez, l'analyse, ce qu'on veut trouver et tout ça, même le schéma, on ne doit jamais travailler sans fixer le système. Notre système, c'est la membrane. C'est la membrane de la pile à combustible. Vous allez me dire, monsieur, dans l'exercice du contrôle de température d'une pièce galvanisée, on a uniquement pris cette surface. C'est vrai. Je répète toujours que le choix du système est libre. Vous pouvez choisir n'importe quel système que vous voulez dans la mesure où vous suivez une analyse homogène, c'est-à-dire que vous ne changez pas de système au milieu du chemin. Donc vous pouvez choisir n'importe quel système que vous voulez du moment où vous faites une analyse consistante. D'accord. Ouais. Donc là, une fois que j'ai établi mon système, donc système, c'est la membrane de la pile à combustible. Maintenant, je procède je vais juste énoncer en fait l'équation de conservation de l'énergie, l'énergie stockée, la variation de l'énergie stockée au cours du temps, puisqu'il y a le point. C'est pas l'énergie stockée. L'énergie stockée, c'est sans le point. Son unité serait le joule. Là, c'est la variation de l'énergie stockée par rapport au temps. Bon, juste un petit rappel, le point, c'est pour dire déstocké par rapport au temps. Elle est égale à quoi? E point in, ce qui pénètre à travers le volume de contrôle dans le système depuis l'extérieur, moins ce qui sort du système pour aller vers l'extérieur à travers les frontières du système, plus ou moins l'énergie générée. Si je passe vite fait sur les hypothèses, parce que c'est important pour élaborer un peu notre analyse, ici on parle de régime permanent. Pourquoi? Parce que la température qu'on veut garder ici à la cathode, elle est une température constante. On veut que la température soit maintenue à 56,4 degrés Celsius
pour, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, éviter qu'il y ait formation de l'eau liquide à l'intérieur de la membrane. D'accord? Donc, si la température doit être gardée constante, l'énergie stockée doit être gardée aussi constante au cours du temps. Je fais un petit rappel vite fait, hein, bien que je ne veux pas trop tarder dans ces notions parce qu'on l'a toujours répété. Donc ça, c'est l'énergie stockée. C'est quoi? C'est l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie interne totale. Ça, c'est zéro parce que le système il est immobile, il n'a pas de vitesse. Ça, c'est zéro parce que le système ne change pas d'altitude puisqu'il est immobile aussi. Ça, elle est divisée en énergie, en chaleur sensible et chaleur latente. Latente quand il y a changement de phase. Ici, on n'a pas de changement de phase. Sensible quand il y a variation de la température. Donc, on va écrire MC dt sur dt. Puisque la température est gardée constante, donc ça, c'est égal à 0. Donc, on travaille en régime permanent. Encore une fois, est-ce que le régime permanent implique que, bien sûr, ça implique que la variation de l'énergie stockée par rapport au temps égale 0, mais est-ce que ça implique que il n'y a pas d'énergie qui pénètre à l'intérieur du système au cours du temps, il n'y a pas d'énergie qui sort du système au cours du temps, il n'y a pas d'énergie générée ou détruite dans le système au cours du temps? Bien sûr que non. On peut garder la température constante tout en ayant des variations de l'énergie entrante et sortante du système. La preuve, cet exercice. Donc, ok, l'énergie elle reste constante, mais pour la garder constante, justement, on doit refroidir, par exemple, ou bien chauffer un peu plus. Ça dépend des cas. On doit réguler dans tous les cas. Donc, si je pose mon équation, je vais maintenant l'analyser. Est-ce que j'ai de l'énergie qui pénètre à l'intérieur du volume de contrôle? Je regarde mon schéma. Non, il n'y a rien qui pénètre dans le volume de contrôle. Donc ça, c'est 0. L'unité, c'est watt. Énergie, out. Je regarde mon schéma, d'où l'importance des étapes sur lesquelles j'insiste que vous travaillez à chaque fois. On voit bien que oui, on a une énergie qui sort du système, c'est la convection et le rayonnement. Donc, E out égale la surface d'échange fois Q double prime convection plus la surface d'échange du rayonnement. Si on veut être vraiment rigoureux, parce que parfois on a une seule surface d'échange par convection qui n'est pas la même que la surface d'échange par rayonnement, hein. On peut être rigoureux en disant ici la surface d'échange de la convection et ici la surface d'échange du rayonnement fois Q double prime rayonnement. J'espère que vous avez compris la remarque, hein. Vous pouvez poser la question dans notre vidéoconférence, dans tous les cas. Ça, c'est out. Maintenant, générer. E point, générer. Est-ce qu'on a de l'énergie générée ou détruite à l'intérieur du système? Alors, je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. C'est évident? Oui, comme j'ai commencé mon exercice, comme je l'ai dit au début, on a... Le but, c'est de produire de l'électricité, oui, mais on a aussi de la chaleur créée à l'intérieur de la membrane. Cette chaleur, est-ce qu'elle vient de l'extérieur? Non. Donc elle est créée où? Elle est créée à l'intérieur du système. Donc c'est une énergie générée. Cette énergie générée, elle est égale comme dans l'énoncé. Je regarde vite fait l'énoncé. La chaleur générée, elle est égale à 11,25 watts. Vous voyez comment j'ai insisté à garder l'homogénéité de mon travail. L'unité, c'est watt ici. Quand on dit point, énergie point, c'est-à-dire la variation de l'énergie par rapport au temps, l'unité, c'est watt. Donc ça, le E in, ça devrait être en watts, E out, ça devrait être en watts, et énergie générée devrait être en watts. C'est le cas ici. Vous voyez bien pourquoi là, j'ai fait la surface fois la densité surfacique du flux de transfert de chaleur par convection. Parce que l'unité de la surface, c'est mètre carré. Ça, comme on l'a vu et revu, et à chaque fois qu'on commence un cours, je fais le rappel sur ça, l'unité de la densité surfacique du flux de chaleur, c'est-à-dire chaleur, énergie par unité de temps, donc c'est watts par mètre carré. La multiplication des deux donnera watts, donc on est homogène. Ici et ici. Je vais aller terme par terme. Q double prime, convection, elle est égale à quoi? Elle est égale à H fois T de la cathode, je vais appeler ça T cathode, T de la cathode moins
T fluide. Est-ce que je connais H? Oui. H, comme préconisé dans les données, 10,9 fois V puissance 0,8. Est-ce que je connais TC? Oui. 56,4 degrés Celsius. Moins, la température de fluide, est-ce que je la connais? Oui. 25 degrés Celsius. La surface d'échange par convection, c'est 0,05 m fois 0,5 m. 0,05 m fois 2 fois la surface. Je rappelle que l'épaisseur de la membrane, elle est très fine. Quand vous allez voir l'énoncé, j'ai souligné sur le mot fine. Et en plus, elle est isolée. Donc on va négliger le transfert à travers les côtés de la membrane. Donc A sera égal à 0,05 au carré fois 2. Maintenant, le rayonnement, Q double prime rayonnement. Comme d'habitude, comment on exprime le rayonnement? Epsilon fois T de la cathode puissance 4. Maintenant, elle doit être en Kelvin. Moins T de l'environnement puissance 4. Sigma, bien sûr. Epsilon sigma. Donc, ici, on peut... Ah, pardon. Je répète donc. Q double prime rayonnement, epsilon sigma, T de la cathode puissance 4 en Kelvin, T environnement puissance 4 en Kelvin. Est-ce que j'ai T de la cathode en Kelvin? Oui, normalement c'est 56,4 degrés C, donc normalement ça devrait être 329,4 Kelvin, normalement. L'environnement c'est 293 Kelvin, donc epsilon c'est 0,88. Sigma, c'est 5,67 10-8. Donc, sigma, c'est toujours Constantin. 5,67 10-8 avec les unités correspondantes. Je ne vais pas perdre le temps. J'ai déjà présenté plusieurs fois le principe d'homogénéité des unités. Donc ici, on a toutes les données. Epsilon en là, sigma en là, température de la cathode en là. Température de l'environnement, on l'a, donc ce calcul il est possible. La surface de transfert, elle est la même, A égale 0,05 au carré fois 2. Donc, Q réellement, je peux le calculer. Q convection, je peux la calculer, mais j'ai l'inconnu qui est V. Si je retourne à mon équation maintenant, E in, elle est égale à 0. E out, c'est tous ces paramètres de le flux de chaleur par convection et le flux de chaleur par rayonnement. Le flux de chaleur par rayonnement, je peux le calculer. Tout est connu ici. Le flux de chaleur par convection, c'est celui-là, multiplié par A, où seule la vitesse, elle est inconnue. L'énergie générée, je la connais comme étant une donnée. Donc, si je mets en équation tous mes paramètres, j'aurai uniquement V comme étant inconnu. D'accord? Voilà. Et vous allez trouver à la fin que V, si vous faites tout le calcul numérique, je ne le fais pas en vidéo, mais le calcul numérique va donner la vitesse 9,41 mètres par seconde. Donc la vitesse de ventilation devrait être 9,41 mètres par seconde. Encore une fois, ne vous souciez pas de l'encombrement de la feuille, ce sont des vidéos explicatives après tout. Donc si vous suivez étape par étape, tout devrait être clair. Je rappelle aussi que vous aurez une correction détaillée de l'exercice. Donc, comme vous savez, j'économise un peu les feuilles parce que je ne peux pas faire beaucoup de va-et-vient à l'extérieur par ces temps de pandémie. Donc, si c'est un peu encombré, je m'excuse. De toute façon, si vous suivez par la vidéo, c'est présenté étape par étape, il n'y a aucun souci. Je vais par contre poser une question à la fin de cette vidéo. Vous vous rappelez que dans l'énoncé, on a donné la puissance électrique générée, elle est égale à 9 watts. Mais on a résolu l'exercice sans utiliser cette donnée. Pourquoi? Bien évidemment, comme je le dis dans mon cours, si je vous donne un TD ou un examen, je ne vais pas m'amuser à vous donner exactement les données dont vous avez besoin. Parce que plus tard dans l'industrie, quand vous allez traiter des problèmes industriels, vous n'aurez personne pour vous donner les unités, même personne pour vous poser la question, ce qu'il faut trouver exactement. Donc j'essaie toujours dans les exercices que je vous donne
de vous permettre de vous entraîner un peu sur le fait de faire un effort intellectuel pour utiliser ce dont vous avez besoin. Voilà, donc essayez de réfléchir à cette question, pourquoi la puissance électrique n'apparaît pas dans notre analyse, et on va y répondre en classe. Allez, je vous remercie.